Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Charlotte Manneau, artiste photographe française qui n'a de cesse d'expérimenter le médium, son pouvoir d'évocation et de représentation, mais aussi ses propres limites dans un univers aussi troublant que contemplatif. Après un double cursus de lettres modernes et de communication culturelle, elle intègre l'école des Gobelins. Si je tenais tout particulièrement à l'interviewer, c'est parce que son travail photographique, au-delà d'explorer les thématiques du corps, de l'espace et de l'obscurité, questionne le sens de l'image même. Ensemble, nous allons discuter de ses différents travaux personnels qui poussent la photographie dans ses retranchements les plus reculés pour la faire flirter avec la peinture, lui imposer de nouvelles écritures et interroger ses effets sur la perception de celui ou celle qui la regarde. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Perspective. Confinement oblige, nous ne pouvons pas enregistrer dans les conditions habituelles. Comment vas-tu ? Ça va très bien, confinée dans la campagne, mais très heureuse d'être avec toi par le biais d'internet. Alors avant toute chose, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours. Mon parcours, oui, comme tu l'as dit, j'ai fait des études de lettres modernes après mon bac. C'était pas vraiment un choix, on va dire, de cœur. Enfin, disons que j'ai toujours beaucoup lu durant l'enfance. Pas des grands auteurs, mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup lu, pas mal écrit. J'avais des correspondantes, je sais pas si ça existe toujours, mais des gens à qui j'écrivais et j'avais un blog et avec lequel je me photographiais aussi avec la webcam de l'époque. Alors dans les années 2000, il faut savoir que les webcams, c'était pas hyper sophistiqué, donc ça faisait des images un peu bruitées, un peu pixelisées, et ça m'intéressait déjà dès le départ, et de poster ça ensuite sur les réseaux, enfin sur le blog. Ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire. Et donc voilà, j'ai commencé cette étude de lettres modernes parce que j'aimais lire, voilà. Après, je me suis vite ennuyée. Une fois la licence terminée, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire ? Il va falloir faire le master, passer le CAPES et enseigner. Et ça m'intéressait pas vraiment. Donc j'ai bifurqué vers de la communication culturelle parce qu'il y avait un cours de photo. Simplement pour ça, quoi. Donc j'ai, on peut dire, perdu quelques années pour commencer à photographier plus sérieusement, on va dire. Et bon, une fois ce cursus aussi terminé, je me suis dit allez, il faut tenter donc l'école des Gobelins et puis l'ENSP, l'école d'Arles. Et j'ai eu les Gobelins. Et voilà, c'est le point de départ, c'était ça. On part de la littérature pour arriver à la photographie. Mais je trouve que c'est pas anodin non plus. C'est pas complètement différent. Alors tu portes un goût prononcé pour l'expérimentation du médium, tu aimes jouer avec son esthétique, ses sémantiques, tu aimes libérer les images de leurs référents pour ouvrir le champ des possibles à de multiples interprétations. De quelle façon la photo s'est-elle imposée à toi ? À ton avis, pourquoi la photographie et pas un autre médium ? Déjà, je pense que ça aurait pu être l'écriture si j'avais été douée. J'aurais bien aimé, mais je crois pas que ce soit le cas. Et la photographie, pour moi, c'est un médium assez subtil par le lien qu'il entretient entre les choses, les relations. Je le trouve vachement secret. Il a des racines profondes, des sous-couches. Je trouve dans l'image, c'est assez mystérieux. Et puis, je le répète souvent dans des interviews que l'anagramme d'image, c'est le mot magie. Et moi, je le prends un peu pour argent comptant en essayant justement d'expérimenter et de faire autre chose que, on va dire, une image simple. Alors ça veut pas, c'est pas du tout pour dénigrer, mais j'essaie justement de questionner le médium et de se dire que la photographie, c'est pas seulement le littéral, c'est-à-dire écrire avec la lumière et rendre compte, informer et décrire. Même dans le vocabulaire de la photographie, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a le mot sensibilité, l'ouverture, le diaphragme, le miroir, le révélateur, enfin bref, tout ça, en fait, toutes les sous-couches
m'intéresse. Et puis c'est un médium qui me correspond dans ce que je suis moi, c'est-à-dire quelqu'un d'assez nostalgique. C'est un médium purement nostalgique parce que il est lié au passé. Une fois que c'est photographié, ça appartient déjà au passé. C'est un médium lié aussi directement à la mort, dans le sens où il fixe vraiment pour l'éternité quelque chose qui a été. Enfin bon, je vais pas vous refaire Roland Barthes, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui me correspond le mieux et qui traduit finalement les images mentales. Photographier l'invisible, les sentiments, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est un médium de déréalisation. Je suis plutôt de l'école de Man Ray, et en ce sens, je trouve que la photographie, pour moi, hein, c'est que mon avis, c'est plus riche que le langage et c'est plus riche que le cinéma. Et je le rapproche de l'écriture, en fait. Voilà, je le rapproche plus de l'écriture. Alors avant qu'on entre plus en détail dans tes projets photographiques, je voudrais t'en demander, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton esthétique et sur l'importance du beau dans ton travail? Est-ce qu'il est important pour toi de faire du beau? Hum, Bonne question. Qu'est-ce que le beau? Alors tout ça est très subjectif. Euh, il est important. Alors j'essaie de me remémorer les différentes séries, mais par exemple dans la dernière série 5 Human, où je mets en scène ma mère et puis moi-même aussi, on recherche pas en tout cas le beau. On recherche pas parce que je photographie ma mère fatiguée. On se photographie vraiment à nu, sans. Il n'y a pas de maquillage, il y a pas de fioritures, mais en ce sens, enfin moi je trouve que c'est beau, il y a du beau, mais mon esthétique, je dirais qu'elle est, je cherche, hein. C'est dur de parler de son travail, mais je dirais intime. Elle est sensible, elle est sombre, nostalgique, pas triste, hein, je dirais sombre, nostalgique. Euh, et je dirais même ésotérique, mais pas au sens sorcière du terme, plutôt au sens obscur et incompréhensible, ou alors au sens grec du terme. Euh, Ésotérique en grec, je vais pas vous le faire en grec, mais en tout cas, ça relève du domaine de l'intime, intime. Et c'est comme ça que je qualifierais, on va dire, mon esthétique, mais la place du beau, non, je cherche pas à faire du beau, je cherche plutôt à interroger. Après, si c'est esthétique ou beau, tant mieux, mais on va dire que c'est pas la volonté première de mon image. Nous allons en parler dans quelques minutes. Tu portes un intérêt assez grand au tirage et à la chimie photographique, et c'est notamment ce qui permet à ta photographie de se prévaloir d'une certaine sensualité. Quelle importance portes-tu à la matérialité de la photographie? Ça, c'est arrivé assez tard, plutôt à la fin de mes études au Gobelin. Au début, vraiment, enfin, ce qui m'intéresse toujours, c'était l'expérience de la prise de vue. C'était me retrouver dans le noir avec mes modèles et partager un espace un peu hors du temps, une ambiance vraiment particulière. Ça, c'était vraiment ce qui m'intéressait dans la photo, plus que l'image elle-même. Et puis, à la fin de mon cursus, où il fallait rendre un mémoire et quelque chose de... Il fallait rendre une exposition, donc quelque chose de matériel finalement. Euh, je me suis rendu compte que c'était indispensable finalement de penser à la matérialité, de penser au tirage, de penser à la chimie, et que c'était dans la continuité et dans le propos en fait de mon travail, dans le propos, que l'expérience ne pouvait pas être qu'à la prise de vue, parce que c'était seulement moi et le modèle qui la partageait, et donc pas du tout le public. Donc je me suis intéressée à différentes sortes de chimie, des procédés, j'aime pas dire alternatifs, mais on va dire plutôt anciens, ou chercher des différentes surfaces, différents supports pour tirer mes images. Donc pour moi, c'était important de penser une photographie, donc de A à Z, c'est-à-dire de l'idée à l'expérience de prise de vue, à la post-prod s'il y a besoin, au tirage et à la mise au mur. Et en fait, c'est cet artisanat finalement de faire ses propres tirages ou de choisir son propre papier, d'expérimenter. C'est une autre forme d'expérimentation qui m'a fait prendre conscience que ça donnait du poids finalement
dans le sujet même de l'expérimentation, de pousser la photographie dans ses retranchements, de tirer sur un papier japonais ou sur une plaque d'aluminium, c'est pas la même chose. Ça rend pas ça nous, comment dire, ça nous renvoie pas à la même idée. En fait, ça véhicule d'autres sensations pour le spectateur. Et même pour moi, en fait, j'ai trouvé un autre plaisir que la prise de vue. C'est vraiment faire moi-même mes propres tirages, expérimenter, vraiment revenir dans une sorte d'artisanat, quoi. C'est pas simplement photographier, mais aussi amener l'image à l'objet, quoi, à vraiment l'objet final, par moi-même, quoi, sans passer par un laboratoire qui ferait ça à ma place. Ton projet Thank You Mom, dans lequel tu rends hommage à la relation mère-fille, est sans doute le plus connu. Il t'a notamment permis de te voir décerner le prix HSBC pour la photographie cette année. C'est une série puissante, cathartique, par laquelle tu tentes d'accepter la disparition annoncée de ta maman, atteinte d'une maladie incurable. Par la mise en scène et la mobilisation de l'imaginaire, tu laisses entrevoir une réalité aussi douloureuse qu'universelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet ? Oui, alors le projet 5 Humains qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, mais un très beau cheveu. Bon, c'était il y a bientôt 3 ans, à l'annonce de la maladie de ma maman. J'étais complètement bouleversée par l'annonce finalement de la mort de quelqu'un qui est constitutif dans la vie de chacun, quoi. Une maman, bon, on en a tous, donc c'est à peu près ce qui nous relie à l'unanimité. Donc l'idée de la perdre dans un laps de temps qu'on m'avait annoncé beaucoup plus court que ce qui est aujourd'hui. Donc j'ai de la chance d'avoir ce sursis-là au final. Euh, il fallait que j'en fasse quelque chose, que je transforme en fait cette tragédie, si je puis dire, en, en soit en hommage, soit en résistance plutôt, je dirais, en résistance. Et ça a été très très simple de simplement dire à ma mère, on va faire des images de tout ça. Et c'est ainsi qu'on a commencé à photographier notre quotidien, parce que j'ai quitté Paris pour venir habiter avec elle là où j'ai grandi. Et on a commencé à vivre toutes les deux comme des sœurs finalement, à apprendre à se connaître, à se dévoiler, à se mettre à nu, vraiment dans le sens aussi nu dans les images, à essayer de chercher une forme de vérité, d'essence. Je pense que c'est mon travail le plus, on va dire, le plus fragile, je dirais, parce que j'y ai mis vraiment tout ce que, enfin, j'ai pas triché. Il y a pas de, enfin, je dis pas que dans les autres séries je trichais, mais il y a vraiment un lâcher prise que j'ai jamais connu dans la photographie et dans ma pratique, si bien que je me demande après ce projet-là, qu'est-ce qui fait ma photographie, parce que ça ressemble pas du tout au projet d'avant 5 Human. C'est pas du tout le même la même façon de photographier, ni les mêmes sujets. Donc là, on questionne pas forcément l'image, quoique on pourrait imaginer justement que l'image serait cette résistance-là et serait pérenne, contrairement à la relation avec ma mère qui ne le sera plus à un moment donné. Euh, donc voilà, c'était documenté au quotidien par des petites mises en scène, parce que le réel pour moi me fait assez peur, donc il fallait que je mette en scène des petites scénettes poétiques finalement, pour rendre tout ce qui est douloureux un peu plus léger et poétique. Ça m'a permis de transcender et d'exorciser la douleur de la situation, ce qu'on nous ordonnait de supporter au final. Si tu le veux bien, je voudrais lire un petit extrait du texte rédigé par Fanny Escoulen, conseillère artistique du prix HSBC, qui a contribué à l'édition de la monographie de ce projet, Thank You Mom. Oui, avec plaisir. Les lignes se déplacent doucement et glissent dans les enchevêtrements d'une vie maintenant dévolue à retenir le temps. Un temps qui se rétrécit, dont Charlotte Manno veut garder les petits riens, les grands tout. Elle élabore les scénarios les plus loufoques et tourne en dérision ce que la vie lui ordonne de supporter. Chaque moment passé ensemble est une liberté. De cet échange à deux voix naît un nouveau langage. Une photographie en délivre une autre, tel un cadavre exquis. Par l'invention de microfiction, le champ des possibles s'ouvre pour celles qui imaginent un instant que les images jetteront un sort à la mort.
Au-delà de la magie incantatoire, Charlotte Manot réenchante son réel pour mieux l'admettre et le sublimer. La poésie transcende l'inacceptable et offre à la blessure une résurrection. Fanny Escoulène évoque ici l'idée d'un cadavre exquis. En débutant ce projet, est-ce que tu avais une idée précise en tête de la façon dont il allait se structurer, image par image? Pas du tout, pas du tout, du tout. J'étais vraiment sous le choc. Je savais pas comment j'allais m'y prendre, comment j'allais photographier. Je voulais pas tomber dans le pathos. Je voulais pas qu'on voit la maladie finalement dans les images. Je voulais qu'on voit finalement une relation mère-fille mise à mal par quelque chose, qu'on se doute bien par quelques petits indices dans les images qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais je voulais pas que ce soit explicite. Et au tout début, enfin, la première image de la série, j'ai allongé ma mère sur une sorte de catafalque blanc, nue, recouverte de champignons. Et en fait, ça c'est la première image de la série, donc de 2017. Et c'était en fait pour moi un point de départ. Je me suis dit bon, ma mère, elle finira comme ça. Bon, évidemment pas comme ça sur un catafalque recouvert de champignons, mais on va dire c'était une image. Je voulais visualiser ma mère morte entre guillemets, mais je voulais que ce soit joli parce qu'on peut pas supporter de voir, d'imaginer quelque chose de trop glauque. Mais voilà, j'ai voulu l'étendre, l'allonger dans la forêt, donc dans les lieux où elle et moi avons grandi. Et c'est à partir de cette photo-là qu'en fait que Fanny dit voilà la manière de cadavre exquis, qu'une image en appelle une autre. C'est cette image-là donc de ma mère allongée qui ensuite a fait que, par exemple, c'est une anecdote, hein, que je me suis coupée en photographiant et ça a amené une autre image de ma mère qui soigne ma main. On voit une main blessée pleine de sang. Ça a été la deuxième image. Et ensuite, en rentrant, on a croisé des cygnes, et ben des cygnes l'animal, hein, j'entends. Euh, et ensuite, j'ai photographié ces cygnes-là. Donc, en une journée, il y avait 3-4 images qui se sont succédées. C'est vraiment l'idée d'une image qui en appelle une autre. Et donc là, je me suis dit bon, finalement, l'idée, c'est pas la maladie, c'est ce temps-là qu'on passe ensemble, c'est notre rencontre, c'est ces heures à discuter. Finalement, la prise de vue, c'est très rapide. Hein. Je mets en place la petite mise en scène, et puis je déclenche 3-4 photos, et puis c'est tout. Hein. On rentre à la maison. Hein. C'est très rapide, très rapide. Tu t'appuies sur le concept de neurones miroirs, mis en évidence par un neurobiologiste italien dans les années 90. Il s'agit d'une catégorie de neurones qui présente une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action, d'où le terme miroir. Ces neurones sont connus pour être par exemple à l'origine du bâillement. En neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient aussi un rôle dans la cognition sociale, comme l'apprentissage par imitation, mais aussi dans les processus affectifs tels que l'empathie. Tu t'es basé sur l'usage allégorique de ces neurones miroirs pour ouvrir un espace de réflexion sur la façon dont certaines photographies susciteraient en nous un profond sentiment d'empathie. C'est d'ailleurs écrit dans la présentation de ta série rédigée par Alejandro Castellote. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la façon dont tu appréhendes la relation entre photographie et empathie ? Alors ça, c'est une question très difficile parce que c'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est donc Alejandro Castellote et qui a pris la liberté, la juste liberté de parler de ces neurones miroirs. Moi, j'avais pas vu ça comme ça et j'étais pas allée aussi loin dans la science parce que j'étais dans le vécu finalement, dans le vécu avec ma mère et j'avais pas conscience de justement du vecteur d'empathie que pouvaient avoir mes images parce que je racontais mon histoire. Et bon, après, j'étais pas non plus hyper sotte. Je me doutais bien que mon histoire pouvait faire écho, pardon, avec des histoires d'autres personnes et des relations mère-fille ou mère-fils également. Est-ce que tu penses que l'une des forces de la photographie par rapport à d'autres médiums, c'est de pouvoir plus efficacement susciter l'empathie? Peut-être plus que pour la peinture, par exemple, ou la vidéo? Alors oui, je pense que la photographie, comme c'est un cadre restreint, avec tout le hors champ qu'on peut imaginer, je suis d'accord que
qu'elle soit vraiment vecteur d'empathie, parce qu'on peut davantage se projeter peut-être par rapport à une peinture, ou peut-être même par rapport au film, je dirais, parce que le film nous donne tellement de clés, enfin tellement d'éléments que parfois ben, on est un peu conditionné à ce que le réalisateur nous raconte finalement, alors que une photographie, elle, elle raconte en fait beaucoup de choses qui sont invisibles. Et c'est peut-être là, peut-être le vecteur d'empathie, mais alors ce n'est que mon avis, hein, vraiment. Alors on change de sujet, je voudrais maintenant parler de ton projet peinture, mais en fait non. Un projet dans lequel tu transcendes la définition même de la photographie, qui est d'écrire avec la lumière. Tu invites le spectateur à accepter le noir complet comme une nouvelle écriture photographique. Sur les images de cette série, on distingue des corps, des visages qui se perdent dans l'obscurité, des matières qui se mélangent à tel point que l'on ne saurait plus dire si l'image est peinture ou photographie. Comment est né ce projet? Pourquoi avoir voulu ainsi te jouer des codes de la peinture et de son imaginaire? Eh ben, comme tu l'as dit, simplement, la définition de la photographie, donc c'est écrire avec la lumière. Et ben, par esprit de contradiction, on va dire que je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe si on photographie dans le noir?» Alors le noir complet, c'est difficile de l'avoir à moins qu'on soit dans une boîte hermétique, complètement, mais simplement éteindre la lumière, fermer les volets, on se retrouve dans la pénombre, même pas la pénombre, dans l'obscurité, et on ne voit plus son modèle. Et c'était une expérience finalement, encore une fois, une expérience de l'image. Je savais pas ce que ça allait donner au final. Donc, donc je me suis servie de mes amis et, et du côté fragile en fait, en les mettant nus, sans se voir. Donc du coup, on ne se voyait pas. Et j'ai appelé cette série avant peinture, mais en fait non. Il y avait la série Vision scotopique. C'est d'ailleurs, c'est donc ça. C'est Vision scotopique, c'est mettre ces individus nus dans le noir et attendre le moment où on commence à discerner les choses. Ça s'appelle la vision scotopique. C'est comme quand on est dans sa chambre à coucher, qu'on éteint la lampe de chevet. Il y a un laps de temps où on voit rien et après on commence à s'habituer au noir. Et c'était ça que j'avais envie de tester. Et le résultat fait que, à ma grande surprise d'ailleurs, on voit des silhouettes entre apparition et disparition, des sortes de fantômes très très pixelisés. Je fais ça au numérique où je pousse la sensibilité au maximum. Et je trouve ça assez beau d'ailleurs de dire pousser la sensibilité au maximum, même si c'est un terme technique. Euh, on voit ces corps apparaître fragiles, et ça nous oblige à abandonner finalement une stérile signification de ce que l'on voit pour faire un effort et regarder autrement. Et c'est ça qui m'intéressait. Et dans le côté pixel bruit, pour moi, c'était l'ADN de l'image. Chaque pixel, finalement, c'est ce qui constitue l'image, l'ADN de l'image. Et je trouvais ça assez intéressant. Et, et aussi, je me suis rendu compte que finalement, ces images-là étaient par ailleurs picturales, vraiment picturales. Euh, et je me suis dit, ah, c'est assez drôle que ça ressemble à de la peinture. C'est pour certains peintres, la photographie, ça a engendré une sorte de mort de la peinture. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais je trouve assez drôle aujourd'hui que certains peintres se tournent vers l'hyper-réalisme en peinture, tandis que nous, les photographes, certains, comme moi, se tournent justement vers quelque chose d'irréel et proche de la peinture. Je trouve que pour moi, la photographie et la peinture, c'est une liaison, c'est un enrichissement mutuel. Et se jouer finalement des codes de la peinture, justement dans la série peinture, mais en fait non, avec ce nom un peu facile, mais un peu ironique, mais parce que c'est vrai que quand c'est accroché au mur, j'ai souvent des remarques de visiteurs qui me disent bah non, là c'est de la peinture. Alors je me dis bon, j'ai réussi au moins à les questionner 10 secondes en leur expliquant que non, et que voilà, on peut pousser la photographie ailleurs et montrer que c'est pas un médium descriptif seulement. Euh,
Alors, on évoquait tout à l'heure l'importance pour toi de la matérialité de la photographie. Là, tu m'en donnes un bel exemple. Donc, on est dans ce projet, tu le disais, dans l'expérimentation, tant du point de vue conceptuel que formel. Et tu as choisi un tirage particulier pour cette série, un tirage UV sur aluminium brossé. Voilà, le choix du tirage est un point d'attention que je voulais souligner auprès de nos auditeurs et auditrices, mais je n'en avais pas encore eu l'occasion. Donc, je vais profiter de ta présence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce dont il s'agit et pourquoi tu as choisi cette méthode de tirage et pas une autre pour ce projet? Oui, j'aurais pu jouer le tout pour le tout et quitte à ce que ça ressemble à de la peinture, tirer ça sur une toile, par exemple. Mais je trouvais ça trop sur trop, en fait. Et donc, euh, en fait, on a des couleurs un peu violettes, un peu sombres. Et je me suis dit, bon, alors ça ressemble un peu à la peinture du 19e siècle. Bon, alors peut-être qu'on peut contrebalancer ça avec en tirant directement sur une matière brute, qui est l'aluminium brossé, qui est du coup une matière irisée, et ça donne un côté finalement contemporain qui tranche encore avec la peinture du 19e, si on peut dire ça comme ça, quoi. Mais l'idée, le processus est contemporain, de photographier à la manière d'une peinture avec juste un élément technique de pousser une sensibilité euh, à son paroxysme, et ensuite casser cela par l'aluminium brossé, qui est quelque chose de brut, de contemporain, qui donne un côté irisé à l'image et finalement pas gnangnan, premier degré de la peinture, et qui contribue encore à se faire poser, à ce que le spectateur se pose encore des questions. Mais mince, alors qu'est-ce que c'est que cette image, en fait, finalement? Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai réussi finalement à questionner et à faire s'arrêter le spectateur quelques secondes de plus sur l'image. Et c'est assez rare, hein, parce qu'on est tellement envahi d'images que c'est important de la questionner et que le spectateur s'arrête et se pose la question. Je termine le petit tour d'horizon de ton travail photographique avec ta série Blind Visions, qui nous fait passer dans le domaine de la photographie expérimentale encore une fois. Pour ce projet, tu as photographié les membres de ta famille sous une lumière drue avant de plonger les tirages dans un bain chimique. Cette étape a eu pour effet de recouvrir les photos d'un voile noir qui disparaît progressivement lorsque on le chauffe avec la paume de la main ou toute autre source de chaleur. L'image se révèle alors, puis disparaît à nouveau doucement dans l'ombre. Qu'as-tu voulu dire à travers cette photographie éphémère? La série Blind Vision, ça faisait aussi partie d'un projet de fin d'année au Gobelin, où j'avais envie que le regardeur soit finalement acteur et serve de révélateur finalement, de révélateur d'image. Euh, Parce que je trouve que quand on regarde une exposition de photos, bon, on est souvent quand même assez passif. Et puis le propre de la photographie, c'est quand même de montrer. On est envahi d'images et c'est parfois trop. Et surtout quand on travaille sur l'intime comme moi, c'est parfois difficile ou délicat de dévoiler son intime, son intimité. Et j'ai voulu que le spectateur ait le choix de le faire ou non, en fait, de dévoiler mon travail ou de le laisser dans le noir, finalement. Moi, je me suis inspirée pour cette série d'un plasticien, un photographe plasticien que j'admire vraiment, qui s'appelle Oscar Munoz, qui travaille aussi sur la matérialité de l'image, qui fait ou par exemple, il met des miroirs au mur et avec notre buée, on peut faire apparaître et disparaître des portraits. Il projette par exemple aussi des visages sur de l'eau. Et l'eau part dans une bonde de lavabo et en fait l'image disparaît. Il y a une espèce de sensibilité, de fragilité de l'image qui vraiment me fascine, et ça m'a donné en fait l'idée de recouvrir mes images finalement d'une substance thermique, donc qui serait révélée avec la chaleur de la chaleur humaine, une chaleur de main, ou bien une lampe. Une lampe, c'est pas aussi anodin pour la photographie. Ça nous permet de voir. En fait, je voulais que le spectateur, du coup, soit actif, participe à la révélation de l'image.
En gros, quand on rentre dans la pièce d'exposition, il y a des rectangles noirs et on se dit bon bah alors qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est finalement en s'approchant, en étant acteur, en touchant, en mettant sa main. Et c'est un côté désacral, enfin ça désacralise l'image aussi, l'image encadrée, l'image protégée par un verre. Moi j'avais envie qu'on touche, qu'on ait un autre rapport à l'image. Et à force de frottement des mains, les gens du coup voyaient apparaître ces sortes de ce que sous la chimie thermique il y avait des visages de ma famille, des visages un peu aveuglés, un peu diaphanes, un peu fantomatiques, et et du coup il y avait un énorme contraste avec le noir de la substance et les images blanches, et donc ça a créé vraiment des réactions différentes chez les spectateurs, et j'ai trouvé ça assez génial de les voir en fait de les voir révéler ces images-là, et parfois d'en sauter une, de pas révéler un membre de la famille mais révéler un autre. Ça a créé plusieurs histoires, et au-delà ça peut paraître gadget aussi, j'avais peur de ça en fait, que ce soit un peu gadget, voilà, de mettre sa main, oups ça apparaît, oups ça disparaît. J'avais peur. Donc je pense que c'est encore à travailler. Avec du recul, je trouve que cette série mérite d'être un peu plus aboutie. Donc je travaille dessus pour faire une expérience, on va dire, plus aboutie, encore une fois. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant, et surtout à la fin de l'exposition, par exemple lors du festival Circulation, après 2 mois d'exposition, à force de frottement, en fait, l'image derrière avait disparu, et ces visages de ma famille ne ressemblaient plus qu'à des bustes. Et là, la boucle est bouclée, quoi. L'image a disparu, et c'est un peu comme quand on est dans une chambre noire, qu'on révèle l'image, hop, ça disparaît si on la fixe pas. Enfin, il y a quelque chose de poétique et de l'expérience que photographe, nous, on a dans notre chambre noire tout seul, mais finalement, j'avais envie un peu de la transposer au public. Voilà, c'était un test, une expérience à creuser encore. Alors j'avais une question pour toi, mais finalement, à t'écouter, je ne suis plus sûre qu'elle soit très pertinente. J'avais le sentiment, en tout cas en regardant tes photographies, notamment ton projet Thank You Mom, que tu laissais une part assez peu importante finalement à l'accident dans ta pratique. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer comment s'opère la réalisation de tes œuvres? Quelle est la part entre spontanéité et réflexion autour de la mise en scène? Oui, oui, comme tu dis, il y a pas d'accident, du moins dans 5 Humains. Il y a eu des accidents, des jolis accidents, mais quand on parle de mise en scène, on parle quand même de enfin de micro mise en scène, hein. Il y a vraiment pas un décor, ni, donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ça peut être un drap étendu, euh, qu'est-ce que ça peut être encore? Je réfléchis. La forme d'une tombe que j'ai fait avec ma mère, qui est où on a tondu en fait avec un rotofil, pour être plus précise, la forme donc d'une tombe, d'un cercueil. Et donc ça, c'est une sorte de mini mise en scène pour euh, pour euh, pour signifier finalement une mort annoncée, mais une mort dans un champ, quoi. Finalement, quelque chose qui est pas vraiment réel. Donc c'est des choses. Alors d'où ça me vient alors là, je saurais pas vous dire d'où viennent exactement ces mises en scène. Je pense que c'est nos expériences du quotidien, nos discussions aussi sur la mort, sur on discute pas forcément que de la mort, hein, mais je pense que le projet 5UM, c'est avant tout la vie, au-delà de ça, hein, mais non, les mises en scène, voilà, à part le catafalque blanc, ou parfois quand on pose, quand je lui coupe les cheveux, ou quand elle est sur un drap blanc, voilà, il suffit juste d'étendre un drap. C'est plutôt en fait les sentiments, le sentiment ou l'émotion que je ressens sur le moment, que j'essaie de retranscrire en image avec vraiment, comme dit Fanny, des bouts de ficelle, quoi. c'est, c'est pas grand-chose. On peut pas parler de véritable mise en scène. Moi, j'ai une question pour satisfaire ma curiosité personnelle. Comment as-tu réalisé la photographie avec le petit oiseau posé sur un sein? Ah, est-ce que tu as vraiment envie de le savoir? La petite histoire, c'est qu'on a un chat et le chat a attrapé cet oisillon, et on a sauvé cet oisillon des griffes du chat, et en fait ma mère l'a pris dans ses mains,
pour éloigner le chat. Et en fait, en la voyant, je me suis dit en fait, je voyais très bien la métaphore finalement de l'oisillon dans la main de la mère. Et en 1 minute, c'était plié. Hein. J'ai pris mon appareil photo, j'ai dit à ma mère, enlève ton t-shirt, mets l'oisillon sur ta poitrine. Et puis voilà, on a déclenché. Donc voilà, c'est le hasard, quoi, le hasard du chat qui au final m'a servi, qui m'a servi pour cette image. Donc voilà, c'est pas des mises en scène calculées à l'avance forcément, quoi. Alors pour terminer, j'aimerais te demander quels sont tes projets pour les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu pourrais nous parler? Bon, je vais être totalement franche avec toi. Cette période de confinement n'a pas été du tout créative ou productive pour moi. Ça a pu l'être pour certains de mes confrères. Moi, pas du tout. Ça m'a terrée dans une espèce de vide abyssal. Et le second confinement n'arrange rien. Bah, disons que j'avais une année assez chargée avec le prix HSBC. Et pas mal de choses se sont annulées, voire 90% des expositions et des salons auxquels je devais participer. Mais je peux te dire sur quoi je travaille en ce moment. Je suis fascinée par les larmes. J'ai beaucoup pleuré pendant le confinement. Alors disons, on va dire celle-là, elle est une pleureuse. J'ai pas mal pleuré parce que déjà j'étais assez loin de ma mère et c'était assez insupportable. Donc j'ai pas mal pleuré, j'ai recueilli mes larmes et donc je lis pas mal de bouquins sur l'histoire des larmes, le don des larmes au Moyen Âge, tout ça pour en faire des tirages finalement. Je voulais faire des tirages avec des larmes. Donc j'ai commencé à tester. Alors c'est pas encore du tout satisfaisant pour tout avouer. Mais voilà, l'idée c'est d'intégrer finalement quelque chose d'intime que sont les larmes. Finalement, il y a pas plus intime quasiment, mais dans des tirages uniques prochainement. Donc c'est encore une expérience. C'est encore une expérience, mais bon, c'est encore une ébauche, on va dire. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Charlotte pour cet entretien numérique. Bah, merci Cécile. Hâte de voir ce prochain projet. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans le travail de Charlotte Manot. Retrouvez en description ses informations et la page Instagram de Perspective pour découvrir son œuvre en images. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager ce podcast et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Prenez soin de vous, à bientôt.